Professeur Omdigi, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais assez bien. Merci. Professeur Omdigi, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la suite des interviews que nous avons accordées à un ensemble de ressources humaines qui ont participé à l'organisation du festival Boklia à Douala, à Bipanda, mais surtout, nous avons pris le temps d'interroger un certain nombre des membres du bureau exécutif. Alors, nous sommes à quelques 2 semaines et demie de la fin de ce festival. Quelles sont vos impressions générales de cette édition du festival du Boklia? Je vous remercie pour cette question parce que j'ai le cœur gros. Je dois commencer à le dire aussi sincèrement que je le peux. Je suis quelqu'un qui est connu comme étant une personne sincère, qui dit toujours ce qu'elle pense. Je suis rentré de ce festival étant frustré. Mais pas seulement frustré, parce que ça a tout de même été une rencontre importante qui s'est tenue sur un site symbolique dans l'histoire des Bassa du Cameroun. Nos frères appelés généralement les Bassa Douala, aujourd'hui on les appelle Bassa Bambende, allusion manifeste au nom du fleuve qu'on appelle aujourd'hui Vouri, mais qu'en Bassa on appelle Mbende, parce qu'il faut rappeler que sur le plan historique, Douala, même, le nom même, évidemment, a toute une histoire. Et j'ai à l'esprit les travaux extrêmement importants de notre frère Moïse Doumbé, qui est devenu une véritable icône de la recherche sur les Bassa, pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique, mais presque dans le monde entier, et qui s'est illustré depuis un certain temps par des travaux de recherche, de publication. C'est un conférencier, c'est un philosophe, c'est un écrivain, c'est un poète, c'est un homme d'une très grande humilité, mais d'une très grande élévation morale. Et Moïse Doumbé, évidemment, aime à dire que le nom Douala même est une appellation approximative. Le nom originel, ce serait Diala, la main de désignation d'une concession accordée à nos frères venus du Congo, les Baluba. Donc Diala, c'était comme une sorte de convention, on leur a cédé un espace territorial lorsqu'ils sont arrivés. Alors le mot a évolué, maintenant on appelle Douala, certains cherchent même une étymologie, et Walé, mais toutes ces étymologies-là se sont révélées inexactes. Donc, la tenue du festival Boklia Douala 2016 est déjà en soi quelque chose de très important. Donc, vous voyez par là, je nuance quelque peu ma déception que je viens d'exprimer. Ainsi va la vie. C'est-à-dire la vie, c'est ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est les hauts et les bas. Les Bassa appellent la vie, ils utilisent une expression, Mbok makomaye mbok mbok nyorak. La vie, c'est comme une onde, n'est-ce pas? C'est les hauts et les bas. C'est comme la chute d'un chimpanzé. Le chimpanzé, quelle que soit la hauteur, le chimpanzé tombe, il se relève, il ne se brise pas. Donc ça produit justement ce que l'électrogramme, qui est le symbole du fait qu'un être humain qui est malade est encore en vie. Donc j'ai été déçu, partiellement par la manière dont l'organisation du festival a été conçue et le déroulement, en particulier l'aspect des activités scientifiques du festival. Bon, pour le reste, comme c'était une fête, bon, je n'ai pas été particulièrement déçu parce que ce n'est pas ce qui m'intéressait au premier degré.
hein, les grands artistes, ils étaient venus, il y avait foule pour venir évidemment festoyer, mais au-delà de la fête, sur le plan de la culture, sur le plan de la découverte de la culture Bassa Mbobati, qu'est-ce qui est ressorti? J'ai du mal à le percevoir. Je ne sais pas s'il y a des journaux qui se sont fait l'écho de ce festival. Il y en a très peu, et je ne sais pas ce qui est ressorti, à part le fait que Ex-Maléa a fait un boucan, Belka Tobi, Coco Argenté. Au-delà de ça et du triomphalisme du président et général de Mboklia et du président du comité d'organisation, Joseph-Antoine Bell, au-delà de ça, qu'est-ce qui est resté? Qu'est-ce qui est ressorti? Moi, j'ai du mal à le percevoir. Vous avez un regard de quelqu'un de l'extérieur et pourtant vous êtes un membre du bureau exécutif du Mboklia, bureau un peu obsolète ou non légitime, on reviendra sur le sujet. Vous parlez comme si vous n'avez pas été associé à l'organisation. Est-ce que vous avez été mis à l'écart de la préparation et de l'organisation de ce festival, alors qu'on sait que vous avez été la cheville ouvrière même du comité scientifique? Je n'ai pas été mis à l'écart, j'ai été associé à l'organisation du festival en termes de propositions, de conception, de suggestions. Mais ces suggestions que j'ai élaborées, pas tout seul, avec le président du conseil scientifique Moïse Doumbé et d'autres frères, n'ont pas été retenues. N'ont pas été retenues. C'est-à-dire la réflexion, la culture Mboklia, c'est quelque chose qui n'intéressait pas les organisateurs, c'est-à-dire le président général et le président du comité d'organisation. Et ce n'est pas, quand je le dis, je n'affirme pas quelque chose qui relève de l'imagination. Ça s'est manifesté, puisqu'il n'y a pas eu un espace réservé aux colloques, aux réflexions, aux échanges, aux conférences. Il n'y avait pas d'espace. Tous les jours, il fallait se battre pour pouvoir trouver un espace. Et généralement, l'espace qu'on trouvait, à une heure généralement tardive, était le seul espace non éclairé dans un site où il y avait toutes sortes de commerçants, des gens qui vendent la bière, qui font la promotion de tel ou tel produit, mais partout c'était éclairé, sauf dans le hangar, un hangar de fortune, où on était presque obligé de nous réfugier pendant quelques minutes, parce que généralement, comme les soirées avec les concerts devaient commencer à 20 h, généralement, on avait moins de 2 heures pour pouvoir présenter des activités qui auraient mérité au moins 4 heures. Bon, ça fait donc que, bon, pour bien répondre à votre question, évidemment, je suis l'un des secrétaires généraux adjoints, il y en a 2. Bon, mais je suis désolé de dire que la manière dont le festival a été pensé, organisé, évidemment, n'a pas répondu à mes attentes. Et je crois que je ne suis pas le seul. Je crois que beaucoup de gens ont été déçus par la manière dont ce festival, qui a été organisé en très peu de temps, ce peu de temps, 2 mois à peine, peut justifier peut-être le triomphalisme en termes d'affluence pour les artistes, pour aller suivre des concerts d'artistes. Au-delà de ça, je ne vois vraiment pas ce qui est ressorti en termes, comme c'était l'appel. Hein? Le maître mot de ce festival, c'était l'appel, Nsebla. Bon, malheureusement, on n'a pas eu à voir qui était là. Voilà l'organisation. Qui était là? Qui est venu? Alors, Mboklia est organisé en secteurs. Quels sont les secteurs qui étaient là? On n'a pas eu à voir que voici le secteur de Douala, Yaoundé, Limbé. Non. Alors que pendant la préparation, nous avons été chez les Yabassi, nos frères Yabassi. On a été à Ngoklituba, rencontrer les bâtis. Alors, il y a un secteur Mboklia qui est à Paris. Il y en a un peu partout, aux États-Unis, etc. Mais, vous savez, quand on dit appel, l'appel,
comme son nom l'indique, il faut appeler, il faut montrer. Il y a eu un défilé des familles. Il y a eu à peine 5 familles. Vous vous rendez compte? Mboglia, c'est au moins 5 départements. Alors, en dehors des bâtis qui ont défilé avec leur chef, Matolo, Sa Majesté Matolo, quelques 4 familles. Alors, et en aucun moment, l'état de ce que c'est que Mboglia, le festival, son extension, le rapport avec les festivals précédents, au moins le dernier qui s'est tenu en 2010 à Sombengue et qui a produit des documents, une réflexion extrêmement importante sur les langues Mboglia, avec feu le professeur Emmanuel Sunjok. Il y a eu 9, comment dirais-je, des résolutions. Et une des résolutions, la 3e, de ce conseil scientifique, c'était la création d'un comité de langue et culture Bassa Mpobati. Donc quelque chose de permanent. Donc feu le professeur Sunjok était le président. Le professeur Bichakoudi était l'un des vice-présidents et j'étais le 2e vice-président. Lui était chargé des langues, moi de la culture, plus 22 autres membres. Alors, c'est des travaux, on a eu à travailler, à réfléchir. Si vous regardez le programme seulement de ce colloque qui s'est tenu, vous serez, et il est surprenant de voir que la 5e édition qui se tient à Douala, ville d'histoire, bon, n'a pas donné lieu. On n'a pas eu ceux qui sont venus des Bassa, ou les amis, ou les curieux, n'ont pas eu à voir la première journée. Vous avez vu? On n'a pas énoncé le programme. On n'a pas dit qu'il y avait un colloque, qu'il y avait des conférences. Non. Il faudra attendre le lendemain, le dimanche, pour que, à l'occasion d'un conseil, un culte œcuménique qui n'a pas réuni beaucoup de monde. C'est là qu'on a demandé au conseil scientifique, à Moïse Doumbé, de lire le programme. Et j'ai été invité à lire ce programme de la part du président Moïse Doumbé, et je n'ai pas raté cette occasion pour, fidèle à ma philosophie, de dire toujours la vérité et de contribuer, parce que je n'aime pas qu'on se plaigne toujours, qu'on dise qu'il y a des problèmes. Je contribue. Je dis que bon, là ça ne va pas. J'ai dit qu'il y avait un défaut d'organisation et que je n'étais pas le seul à être mécontent. Bon, apparemment ça n'a pas plu à ceux qui étaient au président et qui me l'ont fait savoir par la suite. Mais moi je ne regrette rien parce que quand quelque chose marche, je crois que c'est évident pour tout le monde. Mais quand ça ne marche pas, quand les gens viennent, les invités viennent à l'aéroport, les bâtis viennent, on oublie les gens pour aller manger chez le chef. C'est-à-dire qu'il y avait une telle cacophonie pendant ce festival que vraiment... Alors, professeur, le festival, vous l'avez dit, le secrétaire général l'a dit, le président général du Mboglia l'a dit et le président du comité d'organisation l'a dit, le festival a été préparé en 2 mois et demi. En technique d'organisation, c'est largement très compliqué, même si on a des milliards. Alors, vous avez accepté d'y aller. Est-ce que ce n'était pas déjà suicidaire? Est-ce qu'on ne s'attendait pas? Est-ce que l'échec n'était pas programmé? On pourrait le dire a posteriori. Mais quand vous dites, vous avez décidé d'y aller, je dois vous préciser que en Mboglia, ce n'est pas l'auberge espagnole, ce n'est pas que, c'est pas l'anarchie. Il y a un président général avec le secrétaire général qui apparemment pilote. Donc, nous on fait des propositions. Mais comme le président était décidé à faire ce festival, parce que ce festival, évidemment, ce n'était pas une obligation que le festival se tienne à ce moment-là. Justement, beaucoup de personnes disent que comme le bilan du président aura été nul, c'était une occasion pour lui de montrer qu'il a fait quelque chose 1 an et demi après que son mandat soit terminé. Je ne sais pas si lorsque vous l'avez interrogé, vous lui avez posé cette question, mais dans tous les cas, si le président a pris le risque de faire ce festival, il avait des raisons. Il avait des raisons et je constate que ce que vous dites n'est pas tenu de fondement. Parce que, évidemment, pourquoi un festival est préparé à la va-vite en 2 mois, alors que toutes les conditions sont parvenues? Pour la réussite d'un festival, ce n'est pas seulement le fait d'avoir de l'argent. Et vous voyez que je dis que nous sommes dans une association culturelle. Si on doit mettre la recherche des finances au premier plan, parce que c'est ça, quand vous regardez le programme qui a été distribué,
les recherches des sponsors, etc. Mais Adnamaten Mamboléa, c'est l'association des familles. Où étaient les familles? Quelle était leur contribution? C'est des choses qui se préparent, ce n'est pas en 2 mois. Parce que si on prend au minimum 1 an, n'est-ce pas? Les gens sont sensibilisés. Les gens commencent à cotiser. Et on n'est pas obligé de cotiser de grosses sommes d'argent. Parce que Borléa, c'est quand même déjà la population. Vous imaginez le nombre de familles. Si les gens ont 1 an pour cotiser, mettons 1000 francs. 1000 francs. Vous imaginez le nombre, l'argent qu'on peut amasser avant de chercher des sponsors. Or, ce qui est mis au premier plan, c'est qu'il faut des entreprises, des sociétés qui acceptent de soutenir, d'avancer de l'argent. Et c'est une entreprise. Finalement, ça devient une affaire commerciale. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai toujours récusé le fait que lorsqu'on veut faire des choses de façon libre et de façon sérieuse, qu'on mette en avant le sponsoring. Ça me rappelle l'époque où il y avait les conférences nationales en Afrique, où la première préoccupation de certains, qui va financer ça? Les gens doivent se réunir pour discuter, des frères, des gens de la même famille, du même pays. Ils commencent déjà à dire qu'il faut qu'il y ait des financements pour qu'ils se réunissent. Ça veut dire que les gens ont autre chose en tête, vous comprenez? On dit que les Bassa ont l'impôt et les bâtis ont boycotté ce festival. Ils ont refusé de répondre à l'appel. Est-ce que vous avez fait le même constat? Et pourquoi n'ont-ils pas répondu? À mon sens, s'ils n'ont pas répondu à l'appel, c'est que, d'abord, ils ne se sont pas sentis concernés. Ils ne se sont pas sentis concernés parce que, déjà, les familles existent. Et les familles ont des organisations, des structures, des associations. À Adnamaten, il y a des familles, il y a des chefs de famille. Et je me rappelle, l'un des conseillers du bureau exécutif, qui est le docteur Bakbe, chirurgien cardiovasculaire, un homme très respectable, qui a toujours dit, dès le départ, et on a eu dans des discussions en privé, même en public, rappelé que dès le départ, il a dit au président général que mais, vous êtes assis, votre bureau, pour élaborer un programme, une feuille de route. Sur quelle base? Vous ne rencontrez pas les présidents des associations qui sont la matière. Vous sortez ça d'où? Il a dit ça très tôt, vous comprenez? Peut-être 3 ou 4 mois après que le bureau a été mis en place, en 2012. Mais est-ce qu'il a été écouté? Non. Le président, il y fonce. Bon, lui, apparemment, il est plus conscient que tout le monde où se trouve l'intérêt de Mboglia. Donc, que les gens n'aient pas répondu à l'appel, ce n'est pas une surprise. Parce qu'aucun travail n'a été fait, justement. Même ceux vers qui on est allé, je vous dis que la façon dont ils ont été déçus, certains sont venus, les bâtis sont venus, mais je ne peux pas vous dire, je ne peux pas entendre les détails, mais j'ai reçu des plaintes du chef et de toute sa délégation. Les gens ont été abandonnés à eux-mêmes. Le premier jour, vous vous rendez compte que après la cérémonie, il y avait un repas qui était prévu chez le chef du canton Bassa. La délégation des bâtis, vous vous rendez compte, avec leur chef, n'a pas été conduite là-bas. Et lorsque je l'ai retrouvé le soir, mais c'est un des patriarches que vous connaissez bien, Mbombo Ndjenek, qui est couru vers moi me dit que professeur, mais c'est pas possible, venez voir mon chef. Et ils étaient assis, près d'une dizaine de personnes, avec un des membres du bureau chargé du protocole, Ngoutuga, qui travaille à la CRTV. Mais ils étaient très déçus. Et je ne peux pas vous dire, je ne suis pas sûr que les bâtis sont prêts à revenir de sitôt en Mboglia, d'après la façon dont ils se sont plaints et la façon dont ils ont été... Bon. Quels sont les éléments positifs, professeur, que vous avez tout de même retenus de ce festival? Il y a beaucoup d'éléments positifs. D'abord, j'ai eu la satisfaction je ne dirais pas de découvrir, mais de prendre acte du fait que lorsque les causeries ont eu à commencer la conférence, j'ai eu l'honneur de commencer ces activités scientifiques en présentant une conférence dont le thème était
Bassa, alias Bess, une divinité égyptienne éponyme du peuple Bassa du Cameroun. Et j'étais tellement frustré du désintérêt manifesté par la direction générale, puisque dans cette première conférence, les ténors, les personnes ressources de grande valeur intellectuelle, politique, culturelle, comme le professeur Mbouy, le colonel Mang, ils n'ont pas pu assister à cette première conférence. Et le thème, le Bassa, pourquoi les Bassa s'appellent Bangan Bonba Diop, les enfants sacrés de Dieu. Et cette conférence était là pour donner un éclairage. À partir... positif, tout au moins, votre conférence. C'est ce que je dis que, en faisant cette conférence, et l'écho que ça a suscité dans l'auditoire, hein, suivi par la table ronde où, une autre grande déception, on attendait un certain nombre de personnalités, des autorités de l'Église catholique, des autorités culturelles. Mais ces personnes, on s'est rendu compte qu'elles ne pouvaient pas être là parce qu'elles n'ont même pas été contactées. Ce n'est pas moi qui devais les contacter, vous comprenez. Le professeur Titingwell, s'il les contacté personnellement, il est venu. Bon, en dépit du fait que, bon, son discours sur la grotte et la soi-disant consécration du Cameroun à la Vierge Marie qui a suscité un émoi et une levée de bouclier, vous vous rendez compte, vous savez très bien que le public n'était pas favorable à écouter ce genre de discours émanant d'un bonbon, d'un professeur. Et bon, on peut être chrétien, mais évidemment, il faut savoir. Donc, ça a été positif, les échanges qu'il y a eu, les quelques échanges qu'il y a eu, n'est-ce pas? Mais je veux vous dire que c'est au forceps que ces entretiens se sont tenus. Et vous étiez là. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas un endroit précis. Et j'ai eu à le dire lors de la réunion de débriefing de mardi suivant que il y avait plusieurs stands qui étaient vides. Le comité scientifique n'avait même pas un endroit vide où on aurait pu vous dire, bon, il n'y a pas les moyens, etc. Débrouillez-vous à trouver une table. Je dis qu'il n'y avait même pas. Donc ça veut dire que, vous savez, un travail scientifique, est-ce qu'on peut passer le temps seulement à parler? Vous êtes des journalistes. Hein? Vous n'écrivez pas, mais vous enregistrez. Mais quand les gens interviennent et tout, il faut prendre des notes. Il faut être assis. Comment on peut faire un travail comme ça? Ça veut dire que les gens n'avaient pas cet objectif. Donc, il y a eu d'autres aspects. J'ai été très heureux de découvrir, à l'occasion du culte écuménique, mais bien avant, et c'est grâce à Moïse Doumbé, par son entretien, que j'ai appris que nous avons eu le bonheur d'accueillir un de nos frères, le cheikh Bel Mahmoud, et de découvrir que le Coran a été traduit entièrement en langue wassa. Et c'est un joyau, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai reçu un exemplaire de ça, et il est bien précisé dans le document que ce n'est pas à vendre. C'est très bien précisé que ce n'est pas à vendre. J'étais très heureux de recevoir, et je ne suis pas le seul. Donc, vous voyez déjà, et c'était l'objet donc du premier acte des activités scientifiques qui commençaient. Forum et podium libre. On devait faire le point sur les différentes expressions religieuses dans la sphère borléa. Combien y a-t-il d'obédience, etc., etc. On n'a pas eu le temps seulement de le faire. Mais lui, il était là et je n'étais pas là quand il a exposé parce qu'à un moment donné, j'étais obligé de revenir à Yaoundé parce que une de mes étudiantes doctorantes devait soutenir sa thèse. Donc, le jour où il devait intervenir, je n'étais pas là. Mais ça a été, c'est déjà une grande satisfaction pour moi que ce travail dont on devait parler. Il y a eu d'autres éléments de satisfaction. Le rapport général du premier festival Borléa de 1999, que le professeur Mbouy, grâce au président général Jérôme Hélène, qui a écrit la préface, a donc publié sous forme de livre.
quand vous lisez ce document, vous avez les larmes aux yeux. Et il y a une telle richesse, c'est-à-dire le travail qui avait été abattu à l'époque. Et dire que ce travail n'a jamais pu être mis à la disposition. Mais c'est déjà une très bonne chose que le travail sorte. Parce que si seulement on devait s'en tenir à ce qui avait été dit là, le peuple mbogléa ne serait pas là où il est. Alors, professeur, nous avons eu un entretien exclusif avec le combattant Bouamasok, qui est venu 3 ou 4 fois au village du festival. Dans l'entretien, nous lui avons posé la question de savoir que pense-t-il du festival Mbogléa. Il a répondu en disant quand un peuple est malade, on ne l'amène pas à la fête, on l'amène à l'hôpital. Est-ce que vous avez un commentaire sur cette assertion? Oui, je suis absolument d'accord avec Bouamasok lorsqu'il le dit. Et il le dit avec d'autant plus de pertinence que si vous prenez ce qu'on peut appeler plaquette, la plaquette qui est sortie, voilà une plaquette d'un festival, où on ne trouve pas le bureau exécutif de Mbogléa, où on ne trouve pas le comité d'organisation de Mbogléa. Alors, qui a signé ce document? Et dans ce document, justement, il y a un article du président du comité d'organisation, Jean-Antoine Bell. Et le titre met l'accent sur la fête. La fête, n'est-ce pas? Que la fête soit belle. Donc, effectivement, notre peuple est malade. Et pour soigner le peuple, on ne peut pas passer le temps à faire danser le peuple. Ça veut dire qu'on ne veut pas que le peuple guérisse, n'est-ce pas? Recouvre de sa maladie. Donc, Bouamasok a parfaitement raison. Et j'ai eu, évidemment, à lire un document qu'il a distribué, effectivement, qui attire l'attention, justement. C'est un document écrit en Bassa, où il rappelle qu'il faudra qu'on retourne à la grotte. Et qu'il faudra un rite de ce qu'on appelle un saï véritable à la grotte. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on pourra essayer de forcer, de faire tout ça. Parce qu'il y a un certain nombre de choses. Hein. Et c'est ça la force de Dieu. Il y a des lois dans la vie. Et le peuple Bassa n'échappe pas à la règle. Il y a un certain nombre de choses. Il y a eu beaucoup de forfaits. Il y a eu le sang à couler. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, sur lesquelles même les funérailles. Vous savez qu'on ne peut pas seulement oublier des gens qui meurent d'accidents, qui meurent fusillés, qui meurent pendant la résistance, la lutte pour l'indépendance du Cameroun, ce sang qui a coulé. Qu'est-ce qui a déjà fait par rapport à ça? Les décennies passent. Mais le temps que tout ça ne résout rien, tant que le problème-là n'est pas abordé, comme Bouamasok le fait, je crois que... Donc je suis entièrement d'accord avec lui. Alors, vous êtes un enseignant émérite. Si vous arrivez de donner une note au comité d'organisation sur 20, quelle note vous lui donneriez-vous? Une note au comité d'organisation du festival, sans chercher à blesser ou à invectiver qui que ce soit, je donnerais une sous-moyenne. Je préfère dire une sous-moyenne. Ça veut dire que bon, ce n'est même pas passable pour moi. Par rapport au fond, je ne donnerai pas la moyenne. On entre dans la thématique proprement dit. Que signifie Mbogléa? Mbogléa, c'est d'abord une expression un mot composé, Mbok et Léa. Mbok, terme polysémique qui signifie à la fois l'un et le multiple. L'un c'est Pok, qui dans la numération Bassa est au-dessus de tout compte. Pok n'entre pas quand on dit maison, homme, non. C'est un autre vocable, Ada, Moudouada, Yomyada, Djamdjara. Mais si on ne met rien, c'est Pok qui est là. Donc Pok est transcendant. Et c'est Pok qui a généré Mbok. Même sur le plan linguistique, Be devient Mbe dans une série de mots. Et Mbok, c'est l'univers. L'univers, ce n'est pas seulement le tout. Parce que quand on dit le tout,
il y a les partis. Donc Mbok, c'est à la fois Dieu, l'être suprême et tout ce qu'il a créé. Et dans la façon dont on parle la langue, ça se vérifie. Bon, Mboklen, permettez-moi de citer votre nom, Mboklen. Le monde d'aujourd'hui, le monde actuel, le monde moderne. Mbok Bemal, Moutamo, le monde est fini, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne. Mbok Insare, c'est-à-dire que les gens sont partis. C'est exactement comme en français, ce n'est pas limité au Bassa. Quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici, le monde là, vous savez que le mot monde veut dire à la fois le tout. Il n'y a pas grand monde ici. On fait allusion aux hommes, aux êtres humains. Il n'y a personne ici, voilà. Bon. Mbok, Makomaye, Mbok, Mbok Nyorak. Mbok, c'est l'autre. Quel Mbok? Ça veut dire l'autre jour. Vous comprenez? Donc, Mbok, c'est un terme polysémique qui signifie l'un et le multiple. Maintenant, Lia, c'est la pierre. Et une grande pierre. Lia, un rocher. Donc, Mbok Lia, le professeur Mbouy, dans ses recherches, parce que le titre de sa thèse, c'est Mbok Lia, le pays de la grotte, ou le savoir social du peuple Bassa. Il précise que cette appellation lui a été donnée par un patriarche. Vous comprenez? Il ne l'a pas inventé. Maintenant, lui l'a traduit le pays de la grotte. C'est compréhensible. Mais ça signifie aussi autre chose. Et dans ma thèse, moi aussi, je me suis saisi de cette expression. J'ai analysé le Mbok comme étant la pensée primordiale, voilà, qui a créé tout. Et Léa le rocher. Et dans la Bible, dans les psaumes, Dieu est présenté comme le rocher. Vous êtes mon rocher. Vous comprenez? Donc, Mbok Léa pourrait aussi être l'univers du rocher. Et le rocher est dans c'est-à-dire l'univers divin. Donc, Mbok Léa, ici, je rappelle que lors de la préparation du premier festival Mbok Léa en 1999, et ça je l'ai appris en lisant donc le rapport rédigé par le professeur Mbouy, que c'est le professeur Titi Nwel, écoutez bien, qui a proposé cette désignation. Voilà quelque chose que, lors de la ronde où il était seul à intervenir, où il a été hué, et je disais aux amis, aux frères qui étaient là, que non, vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas dans notre culture. Tout le monde a le droit de s'exprimer, donner son opinion. On s'écoute. Maintenant, on peut répondre et ne pas être d'accord, mais on le fait dans la correction. Ce n'est pas dans l'agressivité. Et vous imaginez que si on avait eu l'occasion, et je l'ai déploré, puisque après son intervention, on est venu nous dire que non, les concerts, il faut qu'on dégage. Et j'ai dit, vous voyez donc que nous, on ne peut pas travailler. Parce que beaucoup de gens voulaient s'exprimer sur la question. Ils n'ont pas eu cette possibilité. Comprenez. Après mon intervention sur Bassa, alias Bess, après la table ronde qui a suscité, les gens étaient avis. On pouvait rester là, c'est-à-dire que si on avait l'occasion, je crois qu'on aurait eu des échanges là jusqu'à au-delà de minuit. N'est-ce pas? Donc, voilà donc comment l'histoire peut contribuer à ramener l'harmonie, la compréhension. Voilà, Titi Nwel, c'est lui qui a proposé cette appellation. Vous le saviez? Qui le savait? C'est en lisant que j'ai vu que... Parce qu'il rappelle les préparatifs, les réunions qui se tenaient sur le colonel Mang, etc. C'est là qu'il révèle que c'est le professeur Titi Nwel qui a proposé. Hein? On aurait pu croire que c'est le professeur Mbouy, donc c'est le titre de la thèse. Ce n'est pas lui. Vous voyez donc l'honnêteté. Il rappelle cela. Donc, ça a été quelque chose de rappelez-moi un peu la question à laquelle... C'est quoi le mot? Mbok Léa. Mbok Léa, c'est c'est-à-dire c'est le peuple qui se réclame comme étant originaire de la grotte. C'est ça, Mbok Léa. Alors, professeur, on parle de l'association des familles. Oui. Adnamate Mbok Léa. Oui. Une association comme celle-là, puisque vous en êtes membre du bureau exécutif, quelle est la vision
Et quels sont les objectifs du Mboglia? Vous doutez bien qu'en posant cette question, vous avez posé la question peut-être la plus importante de cet échange, de cette interview. Quelle vision, justement? Parce que la vision se reflète dans l'organisation. Vous comprenez? On pense d'abord avant d'agir. Quelle vision? Mboglia a un manifeste. Le peuple Bassa Mpumalty, ils ont un manifeste qui avait été adopté en 1996. C'est un document extrêmement important qui fixe les objectifs. Le peuple Mboglia est dispersé dans au moins 6 départements. Et c'est la seule communauté qui est aussi dispersée. Et cette dispersion a été entretenue et encouragée par l'administration coloniale. Parce que le peuple Bassa Mpumalty est un peuple digne, attaché viscéralement à la liberté. Donc, et à ce qui est juste. Hein? Un peuple redoutable. Absolument redoutable. Et les colons ne l'ont jamais caché. Vous savez, les premiers Allemands qui sont arrivés, les ethnologues, etc., ils ont fait cette recommandation aux autres colons. Hein. Moi, j'avais lu ça dans les années 1971 dans un ouvrage publié en allemand, mais traduit par l'anthropologue français, spécialiste des bêtis, la Bertolra. Les Allemands recommandaient aux autres colons, ils disaient que vous qui allez là-bas en Afrique, si vous voulez rester tranquille ou rester un certain temps, faites attention au peuple qu'on appelle Bassa. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, et à partir de là, les Bassa ont la réputation d'être des gens méchants, mais méchants par rapport à quoi? Vous ne pouvez pas aller attaquer quelqu'un chez lui, lui priver de ce qui lui revient de droit. La personne résiste, vous commencez à dire que la personne est méchante. Alors, pour revenir aux objectifs et la vision. La vision, les Bassa ont le droit, les Bassa Mpumalty ont le droit, et le manifeste le dit, de se retrouver dans une même région. Parce que ça facilite un certain nombre de choses, beaucoup de choses. Ils parlent la même langue, il y a intercompréhension, il y a des ressources, mais c'est ça. Et ceci n'exclut pas la participation à la culture et à l'unité nationale. C'est même le creuset. Vous comprenez? On ne peut pas aller à l'unité nationale de façon, c'est-à-dire artificielle. C'est-à-dire que chacun est dans une famille. Et il n'est pas question de se vanter d'être né dans telle ou telle famille. Parce que personne, au départ, ce n'est pas un objet, quelque chose sur lequel on interroge les gens. Quand vous naissez de tel ou tel parent, vous trouvez que vos parents sont même dans telle ou telle obédience, etc. Vous ne pouvez avoir aucune influence là-dessus. Et vous ne pouvez pas leur en vouloir éternellement que, bon, etc. Ce qui explique donc qu'il faut être tolérant, a priori, n'est-ce pas? Et admettre que, bon, la vie est ainsi faite, qu'il y a des choses qui nous déterminent et dont nous dépendons. Et qu'il faut savoir maintenant, évidemment, s'adapter quand c'est nécessaire et rester ferme sur ce qui relève, j'allais dire, de l'équité, de la correction, c'est-à-dire de l'harmonie. Parce que le fait de reconnaître la diversité, c'est ça qui fait problème. Quand on parle de gouvernance là, c'est parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils savent tout, eux ils ont tous les pouvoirs, ils ont la liberté de faire tout ce qu'ils veulent, mais pas les autres. C'est ça donc qui crée donc, d'où le prosélytisme qui fait des ravages dans notre peuple. Le peuple est dispersé en plusieurs obédiences et les croyances, les religions, la spiritualité traditionnelle, évidemment, on l'a fait percevoir comme quelque chose qui n'existe même pas ou qui est très dangereux, de mystique, de la sorcellerie, etc. Alors, professeur, depuis que vous êtes dans le Mboglia, est-ce que vous avez la sensation et l'impression que cette vision est vraiment portée, qu'elle est suivie? Je n'ai pas la sensation qu'elle est suivie. J'ai le sentiment que ces objectifs ont été adoptés à une époque où, et ça se dit, que ceux qui étaient les porteurs, en quelque sorte, ou les initiateurs, bon, ça se dit dans les milieux Bassa qu'ils avaient des ambitions. Ils avaient des ambitions et ils auraient voulu se servir du peuple, de ce groupement
n'est-ce pas, pour être coopté, pour avoir accès à telle ou telle nomination, etc. Ça, c'est des choses qui se disent. Pas seulement en cachette, ça se dit. Est-ce que c'est corrigible ou corrigeable? Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais bien sûr, c'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. Parce que Mboglia, c'est-à-dire qu'il y a tout pour que, sous ces peuples-là, d'abord, apprennent à se connaître. Bassa Mpo Bati, c'est un slogan. Hein. La langue Bati, qui la connaît? Moi, j'ai fait des travaux là-dessus. Sur l'importance, et c'est ça que je n'ai pas eu l'occasion, une autre frustration, de présenter, parce que j'avais deux communications. Une qui portait sur l'importance historique de la langue et la culture Bassa. Parce que la langue Bati, j'ai trouvé des éléments que même qu'on ne trouve pas dans la langue Bassa, mais qui expliquent le nom de la grotte de Ngoglituba. Mben Bemben Bati. C'est le nom de la pierre sacrée dans l'ancienne Égypte, Héliopolis. C'est le même nom. Vous le saviez? Non. Bemben, Benben, la grotte sacrée là. C'est le même nom qu'en Égypte. Donc quand on dit que ces peuples-là viennent d'Égypte, pas les seuls, ils ne sont pas les seuls. Il y a des éléments, n'est-ce pas, qui peuvent être établis. Mais il faut, c'est un travail de recherche qui doit être fait patiemment, mais sereinement. Donc, la perspective, nous ne sommes pas condamnés à être dans une association qui est l'objet, comment dirais-je, de tiraillement, où on peut prendre tout le peuple en otage, se servir du peuple pour des ambitions personnelles. Et c'est quelque chose qui, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui va être, qui va voir son terme dans un temps assez bref, parce que ce festival a donné l'occasion de voir les ambitions, n'est-ce pas, d'un certain nombre de dirigeants. Leurs ambitions, ils n'ont pas dit, ils ont dit dans leur discours, en fait, comment ils voient Mboglia, parce qu'ils ont parlé de tout dans les discours officiels, sauf de Mboglia. Alors, professeur, le bureau exécutif actuellement en place est obsolète, voire illégitime, puisque l'Assemblée générale aurait dû être organisée il y a 1 an et demi. Qu'est-ce que vous préconisez? Je corrige d'abord. Ce n'est pas il y a 1 an et demi. Le bureau actuel a été mis en place en novembre 2012. Le mandat étant de 3 ans, le bureau devait déposer son mandat en novembre 2015. Donc, ou au moins en décembre. Ce n'est pas encore fait, justement. Et c'est ce que tout le monde attend. C'est ce que tout le monde attend actuellement, parce que le vénérable est très respectable et de très regrettée mémoire, Siegfried Dibon, qui nous a quittés dernièrement, a eu à se plaindre, et à se plaindre vigoureusement, à déplorer cette chute vertigineuse de Mboglia, cette décrépitude de Mboglia et de l'organe qui dirige l'association. Il a sorti un véritable pamphlet. Je pleure sur Mboglia, c'est le titre, Siegfried Dibon, où il déplore tous ces manquements-là. Et il a dit dans ce pamphlet que voilà, il n'est pas question, le bureau actuel est déjà illégitime parce que son mandat est déjà épuisé. Il devrait déjà, comment dirais-je, démissionner. Mais qu'il avait proposé qu'il y ait une réunion extraordinaire pour qu'on accorde un sursis à ce bureau afin qu'il organise maintenant une autre assemblée générale pour élire un nouveau bureau et continuer, que l'association continue ses activités. Donc, dans la situation présente, tout le monde attend que cette assemblée-là soit convoquée. Mais, moi je peux vous dire que je ne sais pas ce qui va en sortir. Il est certain que le bureau actuel, bon, est illégitime. Je ne dirais pas illégitime, parce que tant qu'il n'a pas déposé son mandat, bon,
Il est périmé, bien sûr, depuis novembre. C'est-à-dire qu'il aurait déjà dû rendre et demander peut-être le sursis. Le bureau devait demander un sursis. Le président devait demander un sursis. Et ce sursis aurait pu être accordé. Mais le président a jugé utile de foncer et donc d'organiser le festival. Bon, nous y avons, chacun de nous, dans la mesure de ses moyens, de ses possibilités, y a apporté sa contribution. Je parle là en ce qui me concerne. Et maintenant, nous avons le résultat qui est là. Et nous attendons tous maintenant que la situation se décante. Alors, je vais vous parler de 3 personnes et vous me direz, quels sont vos rapports avec Joseph-Antoine Bell, président du comité d'organisation du festival qui vient de se dérouler? Mes rapports avec Joseph-Antoine Bell, qu'est-ce que je peux répondre? C'est très difficile. Joseph-Antoine Bell est une personnalité connue du monde sportif, quelqu'un qui généralement ne fait pas dans la langue de bois, dit ce qu'il pense, n'est-ce pas, et à qui veut l'entendre. Bon, il s'est retrouvé comme président du comité d'organisation. Bon, c'était une bonne chose au départ, quand moi je l'ai appris, parce que bon, on l'a appris à posteriori, hein, bien qu'étant du bureau, il ne faut pas croire que... Voilà. Donc, mais par la suite, la façon dont il a fonctionné avec le président général, moi j'ai eu à aller poser des questions, parce qu'ils ont Est-ce que l'organisation a été prise en otage? Je n'aime pas le mot otage. Je préfère dire ce que s'est passé. Puisque vous vous posez des questions en journaliste, je vous dis que quelle organisation? Oui, l'organisation qui vient depuis le bureau, le fonctionnement du bureau. Bon, je ne suis pas là peut-être pour dire tout ce qui se passe au bureau, mais c'est de notoriété publique que depuis la mise en place de ce bureau, c'est l'absentéisme absolu. Justement, le secrétaire général l'a dit. Quels sont vos rapports avec le secrétaire général du Mboklia? Mes rapports... Donc vous êtes l'adjoint. Ah, oui, mais je suis adjoint. Je peux vous dire que je ne connais pas mon rôle auprès du secrétaire général. Je vous le dis aussi sincèrement, je suis secrétaire adjoint, mais je sais qu'il y a un secrétaire général qui conçoit le secrétariat à sa manière, que bon, on se réunit, peut-être, il fait un rapport qu'on était tant, il y avait tant de membres, etc. Mais le travail de synergie dans un bureau, donc je n'ai pas de rapport particulier avec lui. Je constate qu'il fonctionne avec le président, ils sont les membres du bureau les plus proches, et que quand eux s'entendent, ils considèrent que, bon, ça va. C'est-à-dire que si eux tous les deux sont d'accord, le reste n'a qu'à suivre. Quels sont vos rapports avec le président général du Mboklia? Et je vous dis, en tant que journaliste, les investigations nous disent que vous avez été presque sauvagement rappelé alors par le président général lors d'une réunion d'évaluation. Est-ce que vous êtes en bon terme en ce moment? Dire que je suis en bon terme ou pas en bon terme, moi je préfère dire ça autrement. Le président général est une personne que je connais depuis 2012 à l'occasion du forum, célèbre forum qui s'est tenu chez lui dans son domicile à Malmengang. Un forum historique où tous les problèmes de Mboklia ont été mis sur la place publique. Les autocritiques ont été faites par les anciens responsables qui ont dit qu'ils ont échoué. Feu Siegfried a eu l'honnêteté de dire que nous devons reconnaître que nous avons échoué. Et notre génération, il faut passer la main. Donc, ce forum avait suscité beaucoup d'espoir. Vous savez, il avait été médiatisé. Vous comprenez? C'est direct qu'on suivait. Tous les débats étaient filmés, etc., etc. Donc, tout le monde est parti là. C'est ça qui a généré donc le bureau, parce que c'était en juin. Et en novembre, donc, l'assemblée qui s'est tenue à Pouma, qui a donc mis en place un nouveau bureau. Mais il faut... En ce moment, vous étiez en bon terme? Bien sûr, on était en bon terme. Quand je dis en bon terme, moi, je n'ai pas de problème particulier avec telle ou telle personne. Mais, à l'occasion de ce festival, le président n'a pas apprécié que j'ai eu à
dire ouvertement que l'organisation, la façon dont le festival est organisé, notamment la partie du colloque scientifique, il n'a pas apprécié ça. Et je l'ai dit de façon solennelle à la fin du culte œcuménique. Et parce que, avant cela, ce n'était pas une surprise. Dans le cadre des réunions préparatoires de ce festival, j'ai constaté qu'il y avait un blocus, puisqu'on avait arrêté un certain nombre de décisions. Parmi les allocutions, le président du comité scientifique, Moïse Doumbé, devait présenter une leçon inaugurale. Et ça avait été adopté chez le président Jérôme Mélène, chez lui. C'est là qu'on a tenu. Ce n'est pas que j'estime. Ils ont enlevé cela avec le Joseph Antoine Bell. Et lors de la réunion, je leur ai posé la question pour justifier, comment pouvez-vous justifier que Moïse Doumbé, qui est un symbole à Douala par rapport à l'histoire des Bassa, qui a tout fait pour que le colloque, qui était ce festival qui devait se tenir à Pouma, vienne ici. Ce qu'il a à dire, ni le président général, ni le président du comité d'organisation, ni personne, ni le chef Gaston Bodi ne peut le dire. Justifier pourquoi. Ils étaient incapables. Elle a dit qu'on va voir, on va voir. Donc, c'était donc Moïse Doumbé, président du comité scientifique, ne devait pas parler. Et vous avez constaté qu'il n'a pas eu la parole. Pourquoi on l'a interdit de parler? Vous posez la question à ceux qui... Mais vous m'avez dit que vous avez eu des informations. Effectivement, lors d'une réunion de débriefing, le président Jérôme m'a... C'est-à-dire qu'il est entré dans une colère. J'étais très surpris. Je ne l'avais jamais eu dans cet état. Jusqu'à sortir des insanités. Dire que c'est lui qui m'a envoyé en Côte d'Ivoire au Quilly 30. Et que là-bas, je serais allé dire que on m'a envoyé sans frais de mission, ma femme est enceinte. C'est-à-dire que quand j'ai entendu ça, j'ai eu pitié du président intérieurement. Et je lui ai dit que son rôle sa place de président ne lui donne pas le droit de se mettre en colère. Je dis que s'il avait eu le fusil, il aurait tiré sur moi. Pendant 15 minutes, il transpirait, c'est-à-dire il m'a insulté, il a dit que donc c'est moi qui amène le désordre. Alors vous étiez là-bas, je ne sais pas si j'ai créé un désordre. Je leur dis seulement que, mais moi j'ai dit, vous croyez que je fais des remarques critiques, j'ai commencé. Est-ce que c'est pour détruire? Non. Et je lui ai fait comprendre qu'il faut qu'il sache que moi, je dois être pris en considération. Je leur ai dit ça au président du comité d'organisation, au président général, je leur ai dit que vous devez vous sentir heureux d'avoir quelqu'un comme moi. Parce que quand on parle des Bassa, il n'y a personne aujourd'hui qui est plus conscient que moi avec des arguments de ce que représente notre peuple par son nom. Justement, je vais terminer par une pique de journaliste. On aime bien terminer par les piques. On dit de vous que vous êtes un homme frustré dans votre vie, dans vos activités professionnelles, même dans votre vie personnelle. Qu'en pensez-vous? Un homme frustré. Tout le monde est frustré à un moment donné. Dire que je ne suis pas frustré, ce serait un mensonge. Mais, si vous regardez, si vous vous intéressez à mon parcours, vous allez être surpris. Les gens qui disent que je suis frustré, c'est un raccourci. Je suis frustré à quel moment? J'ai passé 25 ans, 26 ans en Europe. Pour faire quoi? Ce n'est pas pour faire le commerce, pour me former. Et ce n'est pas le gouvernement qui m'a payé mes études là-bas. Tout ce que, quand je parle aujourd'hui, je convainc les gens, je leur fais prendre conscience de notre histoire, etc. Je n'ai pas volé cela. Et j'aurais pu me contenter de rester en Europe, enseigner là-bas. Justement, la frustration vient du fait que certains disent que vous estimez qu'une fois de retour, vous aurez dû être nommé peut-être chef de département, peut-être que recteur d'université ou même ministre. Non. Je n'ai pas le tempérament, je ne suis pas rentré. Moi, je suis un patriote. Est-ce que vous comprenez? Je m'appelle Oum. Bon, quand je dis ça, les gens vont dire, ouais, c'est Oum Yobé. Mais c'est presque ça. Je suis un patriote et mon père, c'était le médecin de l'UPC, l'ami de Oum Yobé. C'est un des tout premiers martyrs dont le nom a disparu, on ne le cite jamais. Il a été exécuté comme Jésus-Christ. On l'a attaché à un arbre comme ça, les colons, on l'a tiré sur lui.
Parce qu'il n'a pas voulu, on lui a demandé d'aller montrer la cachette de Oum, mais il n'était pas dans le même truc. Voilà comment John Gustave, mon père, a été exécuté. C'est un martyr. Je dis que même l'UPC, tout le monde l'a oublié. Bon, et moi j'étais à 6 ans. À 6 ans. Quand la loi cadre, les Français voulaient imposer l'élection à la loi cadre, l'UPC a donné l'ordre d'aller au maquis, pas pour aller combattre, mais pour refuser de participer aux élections. C'était ça. Moi, je me rappelle encore, j'avais 6 ans. Donc j'ai vécu cela. Et donc, ma frustration aurait remonté jusque-là. Mais je ne suis pas de cette nature-là. Je suis quelqu'un de doux, de tolérant, qui cherche à comprendre. Et généralement, la grâce que Dieu m'a donnée, c'est de chercher à harmoniser. Quand il y a l'obscurité, je dis la vérité. Et je suis là pour construire. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour exclure. Donc, si je suis frustré, en réalité, c'est un état d'esprit passager. Parce que tout le monde, à un moment donné, peut être frustré. Vous pouvez être frustré par votre épouse, par votre mari, par vos amis, etc., etc., par rapport à des attentes. Mais à l'heure actuelle, je suis en train, c'est-à-dire que la mission qui est la mienne, elle ne vient pas de commencer. Elle a commencé depuis, par mon parcours intellectuel. J'ai 2 doctorats, une habilitation. J'ai des diplômes que peu d'universitaires ont. Mais, pour autant, je ne rêve pas de la nomination, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je ne rêve pas de devenir président de Bon Léa. Ce qui m'intéresse, c'est que ça marche et que tout le monde soit heureux. Et on a tout pour que tout le monde trouve son compte. Professeur Ndiri, merci.